Autre élément lié à la période 2020, les réflexions sur l'avenir de la monétique qui se poursuivent et se précisent, j'ai envie de dire, de plus en plus avec des expérimentations et des prises de position stratégiques sur différents univers liés au domaine des technologies émergentes. Je pense ici aux travaux et réflexions sur le sujet de la blockchain, l'intelligence artificielle qui, comme vous le savez, motive de nombreux travaux dans plusieurs régions du monde, ou encore plus récemment la Central Bank Digital Currency, la CBDC, monnaie digitale de banque centrale, qui a également connu de nombreux débats ces derniers mois en raison de la crise sanitaire, puisque cette innovation est perçue non seulement comme un asset dans le contexte de la transformation digitale, mais aussi comme un élément inhérent au renforcement de la stabilité financière en période de crise. Comme pays qui se sont positionnés sur ce sujet, on peut citer bien évidemment les pays européens dans le contexte des travaux sur l'émergence d'un e-euro, mais également d'autres régions du monde, à l'image du Brésil, puisque la Banque centrale brésilienne a créé en septembre un groupe de travail sur ce sujet. En conséquence, finalement, quand on observe ce foisonnement aussi bien en termes de technologie qu'en termes de stratégie, on peut aisément comprendre un autre état des lieux qui émane de l'année 2020, c'est le renforcement des travaux qui sont liés à l'interbancarité dans un contexte d'économie mondialisée et bien évidemment de pays qui sont de plus en plus inscrits dans des logiques multipolaires. À ce titre, j'aimerais citer une initiative récente, c'est le projet EPI, European Payments Initiative, qui motive de nombreux travaux au sein de l'écosystème européen, projet qui a été annoncé en juillet 2020 et qui va connaître ces prochains mois certaines évolutions, notamment dans le domaine de la gouvernance, mais aussi sur des aspects un peu plus stratégiques comme les modèles économiques ou encore la technologie. Autre exemple, cette fois hors Europe, le projet BRICS-Pay, qui, comme vous le savez, a vocation à créer un nouveau modèle en matière de paiement, donc modèle qui s'appliquera à ces pays émergents qui ont, comme l'Europe, la volonté de s'affranchir de plus en plus des écosystèmes émanant d'autres régions du monde, en l'occurrence les États-Unis ou encore l'Asie. Donc, partant du principe de ce panorama, j'aimerais citer quelques questions clés que nous aurons l'occasion d'aborder pendant cette table ronde avec les différents professionnels présents ici. Donc, tout d'abord, une première question, comment est-ce que la digitalisation des paiements se matérialise-t-elle dans le continent africain? Quelles sont les technologies et les solutions privilégiées? Comment les usages évoluent du fait de la crise sanitaire? Et bien évidemment, quelles sont les prévisions, quelles sont les analyses prospectives à étayer pour les prochaines années? Deuxième interrogation clé, comment évolue la stratégie des acteurs en place, que ce soit dans le domaine des travaux sur l'interbancarité ou encore sur des sujets un peu plus liés aux réalités économiques et politiques du continent africain, avec la nécessité bien évidemment d'évoluer dans le sens du digital, mais aussi de prendre en compte certains prérequis comme l'inclusion financière. Et enfin, une dernière question clé, comment travailler sur l'évolution vers des usages dématérialisés dans une région caractérisée encore aujourd'hui par une mosaïque finalement en termes d'usage, de culture et aussi d'histoire et de positionnement économique des différents États. Donc, pour réfléchir et échanger sur ces différents sujets, j'ai la chance d'être en compagnie d'éminents professionnels du marché des paiements africains que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, Michael Nassiri, directeur général du CMI Maroc. Bonjour et bienvenue, Michael. Bonjour. Valentin Mbozo, directeur général du JIMAC. Bonjour et bienvenue, Valentin. Bonjour, Andrea. Bonjour à tout le monde. Khaled Betayeb, directeur général de Monétique Tunisie. Bonjour et bienvenue, Khaled. Bonjour tout le monde. Et Minayegan Koulibaly, directeur général du GIM UMOA. Bonjour et bienvenue, Minayegan. Bonjour à tous et bonjour, Andrea. Très bien. Alors, sans plus attendre, je vous propose de démarrer tout de suite le débat avec une première question que j'ai volontairement axée sur un angle généraliste de façon à planter un petit peu le décor et que j'aimerais adresser à Monsieur Koulibaly. Aujourd'hui, on observe que le digital s'impose de plus en plus comme une nouvelle donne dans différents univers de consommation et cette réalité s'est accrue ces derniers mois dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, le digital impacte non seulement la grande consommation, mais aussi le domaine des moyens de paiement, bien évidemment. Comment décririez-vous la situation du continent africain sur ce sujet aujourd'hui? Merci, Andrea, pour la question. Il n'est jamais
simple d'être le premier à parler, mais bon, on va essayer. Le digital en Afrique progresse bien. Rien qu'à voir les chiffres qui sont publiés par les différentes banques centrales, on voit bien que le digital progresse un peu partout en Afrique. Mais il est à noter que cette progression disons, le digital n'avance pas de la même manière, à la même vitesse d'une région à une autre. Et c'est normal parce que l'Afrique est assez diverse et l'Afrique n'est pas uniforme. Donc, il y a un certain nombre de difficultés dans certaines régions qui font que bon, la vitesse, même si le digital progresse, il ne progresse pas à la même vitesse que d'autres. Si nous prenons par exemple l'UEMOA, qui est notre région, nous notons une progression de l'utilisation des services de paiement électronique. En tout cas, selon les statistiques de l'année 2019 qui viennent d'être publiées, 76% et on note une progression de 76% et 50% respectivement en volume et en valeur. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais si on regarde bien toutes les autres zones économiques, on verra que la progression est similaire. Il faut noter également qu'en Afrique, ce qu'on note, c'est qu'on note qu'il y a une coexistence entre la carte bancaire et finalement les usages de paiement par mobile. La carte de mobile coexiste. Et il n'y a pas encore, je dirais, de convergence, mais cette convergence est en cours. Et il y a un certain nombre de projets. Dans certaines régions, c'est déjà le cas, c'est déjà réalisé. Le Ghana, le Nigeria ont déjà réalisé cette convergence. Et dans l'UEMOA, ce sera le cas très bientôt. Nous travaillons à assurer cette convergence entre le monde de la carte et le monde du mobile. Et je pense que l'avenir du digital passe aussi par cette main forte tendue vers la carte, de telle sorte que finalement, cette main tendue permet de ne pas être en compétition, mais plutôt d'adresser la problématique qui est de transformer les usages cash en usages numériques. Et il est important aussi, dans la même dynamique, d'initier très rapidement la virtualisation des cartes. Parce que la virtualisation des cartes va véritablement marquer, va finaliser cette convergence entre le monde de la carte et le monde du mobile. Le mobile a une pénétration parfaite en Afrique, donc la carte doit profiter de cette pénétration pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux dire, ne pas monopoliser la parole sur la situation du digital. Il y a quand même des obstacles et des difficultés, mais on aura l'occasion d'en parler dans la suite. Très bien. J'aimerais rebondir sur un terme que vous avez utilisé, c'est le terme diversité, qui constitue une très bonne transition vers la question suivante que j'aimerais adresser à Monsieur Nassiri. Si on se focalise justement sur une partie de l'écosystème africain, en l'occurrence ici le Maroc, on voit qu'il y a des initiatives qui ont été déployées ces derniers mois. Je pense notamment au domaine du paiement mobile avec la solution Ibreeze qui a été lancée très récemment. Que pouvez-vous nous dire sur la stratégie d'un acteur comme le CNI sur le sujet de la digitalisation et quelles sont les prochaines étapes après le lancement d'Ibreeze? Bien, donc au Maroc, comme on a eu l'occasion de le dire précédemment, il y a une multitude effectivement de moyens de paiement qui coexistent, avec une particularité, c'est que la pénétration de la carte est beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui on a 16 millions de cartes de paiement qui sont en circulation et une infrastructure d'acceptation qui est déjà opérationnelle et en place. Et donc, ce que l'on a fait au Maroc pour favoriser l'adoption et l'usage des paiements mobiles, puisqu'il y a aujourd'hui une vingtaine d'acteurs établissements de paiement qui ont lancé leur wallet mobile, dont le wallet Ibreeze du CNI. Donc, ce qui a été fait pour assurer justement cette adoption et ce démarrage, c'est d'abord d'ouvrir l'infrastructure de paiement existante. Donc, les terminaux de paiement existants acceptent aujourd'hui les paiements mobiles, que ce soit en QR code ou en NFC. Donc, vous avez la possibilité de payer avec votre téléphone mobile. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de wallets qui sont en circulation au Maroc et l'adoption et l'usage sont en train de se développer petit à petit. Alors, parmi les initiatives qui ont été mises en place justement pour favoriser cette digitalisation de l'écosystème des paiements, ça a d'abord été porté par les banques qui ont mis en place des applications de M-Banking qui permettent de payer
payer d'abord l'ensemble des factures, donc d'eau et d'électricité et de télécom, mais également tout ce qui est e-gov. Et on a une dynamique assez intéressante dans la digitalisation des services publics qui permettent justement d'animer l'écosystème, en tout cas l'usage du téléphone mobile pour payer, donc à travers les applications bancaires ou à travers les wallets mobiles qui permettent également de payer des factures, de faire des transferts, mais également, donc, comme je l'ai dit, de payer sur des terminaux de paiement, soit des terminaux de paiement standards, soit des terminaux de paiement Android, donc des smart devices que l'on a commencé à déployer depuis 1 an. Et donc aujourd'hui, le CMI adresse en fait cette diversité disons, de moyens de paiement en assurant justement cette convergence entre le mobile et la monétique à travers donc l'acceptation en un point unique de ces transactions. Du côté de l'usage des applications mobiles qui ont été développées par les banques, soit leurs applications mobiles ou leur site de web banking, ce qui a été marquant ces 2 dernières années, c'est vraiment le shift que l'on a constaté, c'est que les gens sont sortis des agences bancaires pour leurs opérations de cash ou de retrait au niveau des GAB et ont commencé à utiliser massivement donc, leurs applications mobiles. Aujourd'hui, les banques annoncent 90% de leurs virements qui sont effectués à travers leurs applications mobiles, alors que c'était des virements qui étaient ordonnés initialement au niveau des agences. Donc, ce que l'on constate de manière assez marquante, c'est d'abord une digitalisation poussée, une réduction de l'usage du cash dans les opérations de paiement de factures, de taxes, de services publics, une croissance assez nette des paiements auprès des commerçants. Donc, malgré le Covid et malgré le lockdown que l'on a connu en avril-mai, on a constaté une croissance assez importante au niveau des commerces qui sont restés ouverts, et notamment les commerces alimentaires, les stations-service, tout ce qui est pharmacie, parapharmacie et donc une croissance assez soutenue des paiements par carte marocaine. Et ce qui est encore plus marquant, c'est l'adoption par les Marocains, par les porteurs de cartes, du paiement sans contact, qui est en croissance de plus de 700% par rapport à l'année dernière. Et on est aujourd'hui arrivé à 20% de nos transactions monétiques qui sont réalisées en sans contact. Donc ça a été vraiment disons la crise sanitaire a été vraiment un catalyseur de cette typologie d'opérations. Et d'un autre côté, ce qui a été remarquable également, c'est le développement du e-commerce et donc à la fois en termes de croissance du nombre de sites qui proposent le paiement en ligne, donc que ce soit des sites standards, mais également à travers les réseaux sociaux où disons les commerçants ou les marchands ont commencé à utiliser des solutions légères, donc avec le Pay by Link ou le Pay by Mail qui permet d'envoyer un lien de paiement sécurisé. Donc, cette diversité de solutions d'encaissement que l'on propose au niveau du Maroc permettent aux commerçants d'abord, leur ont permis de tenir face à la crise sanitaire et au lockdown, mais permettent également d'activer et donc plus on propose en fait de modes de paiement ou de modalités d'encaissement, plus on assure l'adoption et l'usage de ces moyens de paiement électronique. Donc aujourd'hui, on est sur des trends assez encourageants en termes de croissance. La croissance des paiements digitaux à travers les applications mobiles, on est autour de 60%, 70% par rapport à l'an dernier. Sur le e-commerce également, on est sur des trends qui tournent autour de 50% en nombre d'opérations et un peu plus de 30% en volume. Et un shift assez marqué vers les achats en ligne, que ce soit pour l'alimentaire, pour les produits de première nécessité, etc. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de parler du e-commerce dans une prochaine question. Absolument. Donc voilà, donc une grande diversité disons d'acceptation, un choix assez large de moyens de paiement, que ce soit donc pour la clientèle bancarisée, mais également la clientèle non bancarisée, qui est adressée à travers les wallets mobiles et les comptes de paiement, qui sont en plein développement. Et donc, on est en train de construire un écosystème que l'on espère pérenne et rentable pour l'ensemble des acteurs pour les prochaines années. D'accord, merci pour cet éclairage. Un autre pays engagé également dans une transformation digitale, c'est la Tunisie. Et sur ce point, j'aimerais me tourner vers Monsieur Betayeb pour avoir un petit peu un état des lieux, des perspectives de développement justement de l'écosystème des paiements en lien avec ce process de digitalisation pour les prochaines années. Quelles sont les pistes d'évolution pour le marché des paiements tunisiens ? Effectivement, la Tunisie d'abord se caractérise par un taux de bancarisation relativement important, mais qui demeure insuffisant.
On est autour de 49-50%. Sauf que, et qui dit bancarisation, dit équipement en carte. Mais, comme je l'ai dit, cette situation demeure quand même insuffisante parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est exclue financièrement et qui, jusque-là, n'ont pas cherché à aller vers les banques. Donc, on est conscient qu'aujourd'hui, si on veut réellement atteindre l'inclusion financière, il faut s'adresser à d'autres acteurs qui doivent être là sur le marché pour pouvoir effectivement inclure ces gens-là dans la sphère financière. Et du coup, nous avons pensé, aujourd'hui, comme j'ai dit d'abord, carte, nous avons pensé à un autre moyen qui puisse peut-être inclure ces populations-là, d'où le wallet et le mobile payment. Nous avons fait une expérience cette année, nous avons lancé et nous avons misé sur l'État, sur l'administration pour effectivement nous aider à inclure et à mettre en place ce système-là. Et on est arrivé à lancer aujourd'hui 500 000 wallets qui ont servi au début pour la distribution des aides sociales lors de la crise de la Covid par l'État. Et c'est des opérations qui ont été faites totalement d'une manière, je dirais, ce sont des transferts qui ont été faits par l'administration, par l'État sur les wallets et moyennant un système, et on a voulu toucher le maximum de personnes. Nous n'avons pas limité l'usage du mobile au smartphone et à l'application mobile. Nous avons d'abord misé sur l'USSD qui est accessible par tout le monde et comme solution complémentaire, une solution embarquée. Le système qu'on avait mis en place pour le service de ces aides sociales, c'est moyennant une commande d'USSD, on arrivait quand même à retirer ces fonds au niveau d'abord soit d'un point de vente d'une agence ou c'est la nouveauté pour nous. Nous avons mis en place un système de cardless où les gens pouvaient retirer l'argent, l'aide sociale, au niveau d'un distributeur sans pour autant avoir une carte bancaire uniquement à l'aide d'un OTP et du numéro de sa pièce d'identité. Donc là, on est parti là-dessus. Nous avons vu que effectivement, ça a un petit peu changé la manière de faire pour ces gens-là. Nous misons, certains d'entre eux ont réutilisé ces wallets-là pour les recharger et faire d'autres opérations. D'autres ont été beaucoup plus timides ou ces wallets-là n'ont pas encore été réutilisés. Moi, peut-être j'expliquerai ça par peut-être les points de caching qui manquent. Aujourd'hui, nous avons uniquement les réseaux bancaires et postaux qui le font. Nous attendons avec aujourd'hui le lancement et le démarrage des établissements de paiement pour élargir effectivement ce réseau de cash-in, cash-out, pour pouvoir effectivement digitaliser au vrai sens du terme les paiements. D'un autre côté, en termes de stratégie, comme j'ai dit, nous avons beaucoup misé sur l'administration parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne viennent pas d'une manière volontaire vers une institution financière pour se doter d'un moyen tel que la carte ou le wallet chez une banque. Donc, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, l'État sert beaucoup, je dirais, à beaucoup de transferts envers ces populations-là, de différentes formes, de différentes administrations. Et si l'État, si l'administration nous aide quand même à recruter ces gens-là, on ne fait que créer un écosystème qui, par la suite, va se développer par lui-même. Ceci en ce qui concerne l'expérience que nous avons vécue. Maintenant, comment s'est caractérisée la phase, je dirais, de la Covid, de la première Covid à aujourd'hui en termes de paiement et de transactions financières? C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Michael, il y a eu un développement effectivement de l'activité, mais que je considère personnellement n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons parce que, chose qui est normale, parce que nous avons déjà perdu beaucoup de transactions, parce que nous avons eu beaucoup de commerces qui ont fait, exemple, le plus grand acceptant de transactions par carte, c'est la grande distribution. Et durant je dirais, les périodes de confinement, la grande distribution était fermée. Oui. C'est ce qui fait qu'il y a eu d'un côté une baisse, mais d'un autre côté, il y a un développement de l'activité chez d'autres commerçants. Ce qui veut dire que aujourd'hui, c'est un bon quand même indicateur pour dire qu'avec la réouverture de la grande distribution, les chiffres vont s'améliorer davantage. On parlera tout à l'heure aussi du comportement vis-à-vis du e-commerce. Effectivement, on en reparlera, je préfère, tout à l'heure quand on abordera le e-commerce. Oui, il y a une question sur ce sujet-là, donc on abordera de façon assez détaillée
de l'évolution du e-commerce en Afrique dans le contexte de cette crise sanitaire. Merci pour cet éclairage, Monsieur Betayeb. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur une autre zone de la région africaine avec Monsieur Mbozo qui représente le JIMAC. Aujourd'hui, on voit que le JIMAC est vraiment un acteur engagé sur les innovations en matière de paiement. Je pense par exemple à l'initiative JIMAC Pay. Que pouvez-vous nous dire sur les défis du JIMAC à l'heure actuelle en matière de transformation digitale? Je vous remercie, Andrea, de me donner la parole et je remercie les premiers intervenants. Les défis du JIMAC en matière de digitalisation sont, il y a un certain nombre de choses égrenées par Michael à l'aide de Moneya, qui sont les mêmes difficultés que nous rencontrons dans notre développement. Mais succinctement et spécifiquement par rapport à notre sous-région, nous avons donc d'abord constaté ce qui était une très grande difficulté à développer la carte dans la sous-région. Cette difficulté ne date pas du JIMAC, parce que là, la région baigne quand même très bien sur des réseaux internationaux qui ont une certaine pénétration. Et il y a eu la carte JIMAC, mais qui a peiné un peu à décoller. Le volet acquisition, avec la carte chez les commerçants aussi, pour plusieurs raisons liées à des infrastructures, au coût d'acquisition des terminaux, à leur gestion, à leur maintenance et tout cela. Et nous avons été amenés à réfléchir sur un volet qui est très proche de ce qu'on appelle ici les populations informelles. Donc, quand on quantifie les populations des 6 pays de la CEMAC, 80% de ces populations sont des gens qui travaillent pas dans les circuits habituels connus de tous. C'est des gens qui vendent sur la chaussée, c'est des gens qui commercent dans les marchés ou bien sans adresse, etc. Et pour adresser tout ce monde-là, où le taux d'utilisation du mobile dans certains pays dépasse les 100%, il a fallu réfléchir. Parce que quand on a vu le succès qu'a eu les opérateurs du mobile, là-dessus, les grands opérateurs, il y en a 11 ici, donc plusieurs font le mobile money et ont des services à valeur ajoutée de paiement. Il a fallu réfléchir. C'est pour cela que nous avons évolué avec cette plateforme dont vous venez de parler, la plateforme JIMAC Pay. Et nous avons démarré la production avec cette plateforme et la commercialisation au mois de juillet. Nous devons dire que c'est le succès et même l'engouement est total parce que à ce jour, la grande difficulté que nous avons, le défi que nous avons, c'est rapidement ramener tous les opérateurs du mobile dans la plateforme. Et comme disait d'un moment à l'autre, il y a bien avant moi, Michael et Khaled, développer auprès des banques le M-Banking. Parce que les banques font le constat maintenant que lorsqu'ils n'ont pas de M-Banking, la banque traditionnelle telle qu'elle se faisait, carte et tout ce qui est à J+1 ou J+2 comme des virements non instantanés, voilà le mot, le virement, l'instant paiement par les banques, qui est devenu un facteur très important de concurrence. Donc, nous sommes en train le premier handicap maintenant, le premier défi qui est devant nous, c'est d'aller vite avec l'intégration des opérateurs de mobile money dans la plateforme JIMAC ou la convergence. La plateforme JIMAC Pay, c'est la parfaite convergence entre les cartes, les transactions cartes dans des comptes bancaires, les mobiles avec les comptes virtuels et la remittance. Aujourd'hui, la remittance, nous sommes d'abord limités à la remittance pour des problèmes de réglementation par rapport aux évolutions du règlement sur le change. Donc maintenant, le premier grand défi, c'est celui-là, ramener ces gens parce que ça évolue très vite. Nous doublons
On a presque doublé chaque mois et triplé même le nombre de transactions. Avec à peu près 80%, nous constatons que 80% désormais des transactions qui se font là, c'est des wallets mobiles vers wallets mobiles, des wallets mobiles vers wallets banque, vice-versa, des paiements des utilities. Et maintenant, on a aussi pensé à un volet qui était très important, qui est en train de s'amorcer, il n'est pas encore opérationnel, l'e-gov. L'e-gov, la digitalisation de tous les trésors publics, parce que tout le monde ira au trésor public payer ses impôts, encaisser des aides Covid ou, comme disait Khaled tout à l'heure, etc., etc. Donc, nous sommes en train d'affronter ce volet-là. Et un autre défi, c'est la réglementation. Nous pensons sincèrement que l'État a beaucoup à faire. Parce que quand l'État décrète, comme il a été décrété, de ne plus payer certains salaires autrement que par virement, et certains États dans la sous-région ont commencé même à envisager les virements plutôt sur mobile pour payer des salaires ou encaisser des aides de l'État, les décisions, surtout les décisions quand même, il faut un peu de force, de contrainte, je dirais le mot le plus important. Voilà. Et la Banque centrale aussi peut jouer un rôle capital. Notre défi aussi, c'est la Banque centrale. Parce que lorsque la Banque centrale décrète aussi sur ce point, elle a beaucoup fait ces derniers temps. Le gouverneur a pris plusieurs instructions, plusieurs réglementations pour essayer de maîtriser un certain nombre de choses liées à la digitalisation. Par exemple, l'évasion fiscale, la fuite des capitaux, la lutte contre le terrorisme et la maîtrise de la masse monétaire qui circule, les flux financiers, la maîtrise des flux financiers. Donc, il y a aussi ce défi-là, un deuxième défi, l'e-gov, la mise en branle des trésors publics, par exemple, que nous avons commencé avec Cameroun, des discussions avec le Gabon, le Congo, la Centrafrique, et la réglementation avec la Banque centrale pour amener des gens, même quand ils veulent rester sur le cash, qui est quand même notre talon d'Achille, notre plus grande difficulté, essayer de faire amener tout ce monde par au-delà des offres qui s'y à la population. Et sur ça, il faut aller vers les offres, comme disaient les autres, les offres qui épousent la vie des gens. Et comme c'est l'ère du temps dans la sous-région, c'est le mobile, c'est le transfert d'argent. C'est pour cela que c'est le défi, c'est de ramener ces transferts-là, tous ces transféreurs, tous ces mobiles sur la plateforme. Donc, deuxième défi, la réglementation et la digitalisation des administrations. Voilà à peu près les trois défis que je puis énoncer. Et peut-être un dernier défi, c'est aussi la concurrence féroce. Et même au-delà de la férocité que nous mènent les acteurs internationaux. Je ne les cite pas, vous les connaissez, c'est du monde de la carte. Tout à fait. Il y a une question aussi sur ce sujet-là, donc voilà, très bien voilà ce que je pouvais de faire un petit teasing. Très bien. Okay, merci beaucoup pour ces éléments. Puisqu'on a parlé des défis, j'en viens tout naturellement au sujet des difficultés, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas se voiler la face. Il y a encore des difficultés qui subsistent sur justement cette transformation digitale et cette évolution de la monétique vers des usages, on va dire, un peu plus digitalisés. Vous en avez cité quelques-uns. Hein. On peut citer par exemple la nécessité d'inclure tous les segments de population et d'après ce que vous avez partagé, l'État, les acteurs connexes comme l'administration publique et certains retailers peuvent jouer ici un rôle capital. Une autre difficulté qu'on peut citer, c'est finalement cette diversité qui existe au niveau du continent africain et qui peut complexifier les stratégies à mettre en place, particulièrement dans le domaine de l'interbancarité. J'en viens maintenant à une question pour Monsieur Koulibaly. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés et les obstacles qui subsistent dans le domaine de la transformation digitale et dans l'évolution de la monétique de votre spectre? Comment vous voyez les choses? Et peut-être une question qui est un petit peu plus spécifique par rapport à la région que vous couvrez, c'est la concurrence avec les acteurs télécoms. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un obstacle ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez d'ores et déjà intégré dans votre stratégie?
Est-ce que vous pourriez activer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Désolé. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous fonctionnons dans un environnement où il y a d'énormes difficultés et il y a des contraintes. Et ces contraintes sont de plusieurs ordres. Déjà, mes prédécesseurs ont parlé du taux de bancarisation. Au sein de l'UEMOA, ce taux tourne autour de 20%. C'est un frein finalement à la digitalisation parce que la banque a un rôle important en tant qu'acteur. Or, il se trouve qu'il n'y a que 20% de la population qui dispose d'un compte bancaire. C'est très peu quand on regarde cette zone de l'UEMOA qui représente à peu près 120 millions d'habitants et qui s'étend sur 3 200 000 km². Donc, c'est vraiment un sous-continent qui est assez grand avec une population nombreuse, 120 millions d'habitants. Et on n'a que 20% de taux de bancarisation. C'est une grosse difficulté. Il y a ensuite le coût des services. Les coûts sont extrêmement rédhibitoires pour une bonne partie de la population. Les coûts des cartes, tout ceci constitue quand même une difficulté majeure. Et même les transactions par mobile, en termes de cash out, ça coûte énormément cher. Il y a également beaucoup d'inégalités dans l'accès aux infrastructures télécoms. Les télécoms on trouve des connexions Internet à faible débit en général. Le haut débit reste encore un luxe. Pour certains pays, en tout cas, on ne trouve pas de haut débit nécessairement à l'intérieur du pays. C'est en général dans la capitale, et même dans la capitale, c'est dans certaines zones. Il y a, en termes de difficultés, les marchés sont quand même assez restreints. Et donc, c'est pour cela que une institution comme le GIM UEMOA est instrumentale parce que le GIM a la capacité, à travers l'interopérabilité bancaire, a la capacité de créer un marché commun important et de faire tomber les frontières. Et donc, de ce point de vue, c'est une solution à la difficulté des marchés. Mais prenez une banque qui est dans un pays, qui n'est pas présente dans tous les pays et qui n'appartient pas à un groupe, qui doit innover pour lancer des offres digitales. Mais en fonction du coût de cette innovation, elle n'a qu'un marché qui est tout petit pour pouvoir amortir son investissement. Le pays le plus peuplé dans l'espace UEMOA ne dépasse pas les 30 millions d'habitants. Voilà, c'est ça la triste réalité. Donc, il est important de pouvoir innover dans un cadre beaucoup plus régional. Sinon, ça devient très difficile pour certaines banques. Il y a des banques, par contre, qui sont présentes dans tous ces pays et qui sont même au-delà et qui sont dans des groupes bancaires. Alors, elles peuvent faire des économies d'échelle et innover à moindre coût. Donc, cet élément du coût de l'innovation versus le marché qui va absorber les services est vraiment un obstacle majeur pour certaines banques. Et donc, nous essayons, nous, GIM UEMOA, de pallier à cela en travaillant à faciliter, à mutualiser les efforts d'innovation. Pour revenir, il y a énormément de difficultés, les télécoms et autres, ce sont des difficultés. Et pour revenir à la deuxième question, les acteurs télécoms, nous ne les voyons pas, en tout cas, nous, GIM UEMOA, nous ne les voyons pas comme des concurrents. Non, bien au contraire. Les opérateurs télécoms ont introduit dans l'espace UEMOA un moyen de paiement alternatif qui est le mobile. Et on a vu que le taux de nombre de comptes de monnaie électronique a explosé, plus qu'il ne l'a été avec les banques en près de 60 ans ou 50 ans de banque. Donc, les télécoms ne peuvent pas être des concurrents, ils sont plutôt des partenaires. Et à côté des télécoms, il y a également les fintechs. Les fintechs sont aussi des acteurs majeurs dans la digitalisation. Donc, il est important que tous ces acteurs puissent participer finalement à cette interopérabilité que nous sommes en train de construire depuis 2003 pour le milieu bancaire et que nous allons étendre aux opérateurs télécoms avec notre projet d'interopérabilité des services financiers numériques qui est en cours et que nous espérons opérationnel dans le courant de 2021. Et cette plateforme d'interopérabilité va introduire par la même occasion l'instant payment. Et c'est là un cadre pour, en tout cas, permettre à tout fournisseur de plateforme d'instant payment de pouvoir lancer son service dans un cadre régional beaucoup plus important.
c'est comme le QR code. Le QR code, si vous le lancez dans un pays, ça va être un peu compliqué pour le rentabiliser. Il est important de pouvoir lancer ces nouveaux instruments, ces nouveaux moyens de paiement alternatifs dans un cadre régional et se donner la possibilité d'adresser un marché de 120 millions d'habitants au lieu d'adresser 20 millions d'habitants. Donc, voilà. Les télécoms, nous ne les voyons absolument pas comme des concurrents. Ce sont des partenaires au même titre que les fintechs et nous devons tout faire pour les intégrer et les amener dans un cadre réglementaire uniforme et permettre que les banques, les télécoms et les fintechs puissent travailler ensemble pour que chacun apporte sa valeur spécifique et que tout ceci, cette diversité puisse permettre finalement de construire cette digitalisation des paiements. Et notre seul ennemi commun à tous, c'est le cash. Il faut arriver à convertir les usages du cash en usage numérique parce que le cash coûte cher à la banque centrale. Et plus il coûte cher, ces coûts-là vont se répercuter sur aussi le taux directeur, le taux de base, qui finalement va impacter le taux du crédit. Voilà. Tout à fait. Il y a aussi des logiques et des problématiques de sécurité qui sont liées à cet instrument. Voilà, tout à fait. Très bien. Mais écoutez, je retire de vos propos cette volonté d'évoluer vers une logique de co-innovation et cette place des acteurs télécoms comme finalement un acteur à proprement parler de cette transformation digitale et de cette évolution vers de nouveaux usages. Un autre booster de transformation digitale, on en a rapidement parlé en introduction, c'est la crise sanitaire liée à la Covid-19. Donc, on a vu des effets tangibles sur la partie moyen de paiement, que ce soit en termes d'usage ou en termes de stratégie. On a rapidement parlé de la pénétration du paiement par carte sans contact. On a aussi parlé du e-commerce. J'aimerais, avec Mickaël Nassiri, qu'on fasse un petit focus justement sur les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la stratégie en matière de paiement et particulièrement sur la partie e-commerce. Comment est-ce que ça a finalement boosté les usages dans ce domaine en Afrique ? Eh bien, donc, ce que nous avons constaté au Maroc, donc dès le 15 mars, lorsque nous sommes entrés en confinement, c'est d'abord une très rapide adaptation des grands retailers qui ont vu leur commerce fermé par les autorités. Et donc, il y a eu une très, très rapide adaptation de ces retailers qui ont mis leur offre en ligne et qui ont développé, soit ils avaient des sites et donc ils ont rajouté donc, les moyens de paiement classiques sur leur site, soit ils ont utilisé donc, des outils que l'on a mis à leur disposition, donc qui permettaient, sans avoir de site Internet, de pouvoir encaisser en ligne. Et donc, soit offrir la livraison, soit faire du click and collect. Donc, les gens ont pu continuer donc, à faire leurs courses à distance, à payer à distance et donc soit à récupérer leurs produits, soit à être livrés chez eux. Et ce que l'on a constaté, c'est bien sûr les retailers qui font de l'alimentaire, donc qui ont développé donc le drive ou le paiement à distance, mais également donc tout ce qui est électroménager, tout ce qui est delivery donc de food, donc les fast-food qui ont très très bien marché avec ces solutions-là. Et on a vu vraiment se développer un usage et une nouvelle confiance numérique au niveau des paiements sur Internet. Autant on avait quelques réticences des porteurs avant la crise sanitaire pour aller en ligne, autant pendant la crise sanitaire, on n'avait plus de ce type de frein et les gens ont payé de manière tout à fait naturelle sur les sites de paiement. Donc, on a constaté des croissances assez soutenues. Donc, si on fait abstraction de l'aérien qui s'est éteint donc, du jour au lendemain, on avait des croissances de 60-70% par rapport donc sur les secteurs d'activité qui se sont le plus développés. Donc, principalement, donc comme je l'ai dit, l'alimentaire, le delivery donc de fast-food, mais également tous les articles toutes les enseignes qui vendent des articles de sport ont très, très bien fonctionné pendant le confinement. Tout ce qui est mobilier de bureau, électronique, donc équipement de la maison en général. Donc, quand on est confiné chez soi, on se rend compte très rapidement qu'il nous manque une chaise, une table, un bureau, une lampe. Donc, il y a eu pas mal de commandes en ligne. Et donc, on a vu vraiment des croissances assez importantes. Et beaucoup de retailers ont sauvé leur peau, enfin, ont sauvé leur business grâce justement à ce shift vers l'online. Et ce qui a été encore plus intéressant et plus marquant, c'est qu'au retour du déconfinement, lorsque les enseignes ont réouvert,
ces canaux de distribution en ligne ont été maintenus, ont été renforcés. Et ça a été vraiment de l'incrémental, c'est-à-dire le chiffre d'affaires incrémental, en tout cas pour le CMI et pour ces enseignes-là. C'est que, en fait, dès que la réouverture a été faite, on a repris, disons, notre trend de paiement en face à face, donc comme auparavant. Et on a eu donc de l'incrémental grâce au e-commerce qui continue à booster. Aujourd'hui, on lance 200 sites de e-commerce par mois, donc 200 nouveaux sites qui se mettent au e-commerce. Et on a une diversité aujourd'hui de l'offre sur le e-commerce. Ça va donc du textile, les fleuristes, l'alimentaire, donc le fast-food, comme je l'ai dit tout à l'heure, les articles de sport, beaucoup de produits pour les dames, donc sacs à main, chaussures, etc. Et surtout, beaucoup de gens qui vendaient en ligne, enfin qui vendaient sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, etc., à qui on a donné la possibilité donc d'encaisser à distance grâce à des outils donc de paiement sécurisé en ligne, donc de liens de paiement que l'on envoie par SMS ou sur WhatsApp. Et vous avez votre garantie de paiement instantanément pour pouvoir ensuite soit délivrer, soit déposer, envoyer la marchandise dans un point relais où le client vient les récupérer. Donc, on a vu, donc, grâce à ce confinement, donc, une accélération de l'usage du paiement en ligne par carte bancaire, de plus en plus donc, par mobile payment également, mais aussi grâce à notre plateforme Facturati où vous pouvez aujourd'hui commander en ligne et payer à travers votre application donc application bancaire directement à travers votre compte. Donc, c'est du paiement instantané. En fait, vous êtes débité instantanément et le client, le commerçant est crédité également instantanément sur sa wallet lorsqu'il a un wallet. Sinon, le lendemain, lorsqu'il a un compte bancaire. Donc, ces usages-là, aujourd'hui, enfin, on espère en tout cas qu'ils vont être maintenus dans le temps. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour permettre donc, cette pérennité donc, des usages des paiements en ligne. La confiance numérique se renforce et surtout, on a de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui se lancent sur le paiement en ligne. Et ce qui est encore plus remarquable, ce sont les petits commerces de proximité, donc les petites épiceries, les drogueries, les pharmacies, etc., les parapharmacies qui ont développé justement ces dispositifs de paiement en ligne et qui aujourd'hui fonctionnent très très bien grâce aux outils que l'on a mis à leur disposition et qui sont très très simples d'utilisation, qui permettent de déployer en moins de 24 heures un dispositif de paiement en ligne. Bien sûr, il y a des problématiques que l'on rencontre, ou en tout cas que rencontre cet écosystème, et notamment ces marchands, c'est tout ce qui est delivery, enfin tout ce qui est le last mile, donc la livraison, donc qui est encore à faire. Et on a des grands acteurs, donc tels que Jumia, Glovo, qui proposent leurs services de livraison, même si vous n'êtes pas sur leur plateforme ou sur leur marketplace. Ils proposent également des services de livraison pour pouvoir toucher rapidement les clients, notamment dans les grandes villes. Donc, on a vu se développer aussi ces solutions-là. Alors, ce qui est dernier point, mais enfin, ce qui est vraiment le plus intéressant depuis le mois de mars-avril, c'est tout ce qui est développement des paiements à travers des applications donc de grands retailers, donc des retailers donc dans l'alimentaire, dans l'électroménager, mais également dans tout ce qui est cosmétique, ont développé leurs propres applications avec une possibilité de digitaliser la carte. Donc, nous, ce que l'on propose comme nouveauté, justement, c'est la possibilité de digitaliser la carte et de la tokeniser, donc de faire un premier enrôlement de la carte sur l'application de manière tout à fait sécurisée grâce au 3D Secure, et ensuite de pouvoir payer donc sans 3D Secure et sans CVV, de pouvoir payer donc les achats que l'on fait à travers les applications. Et ça se développe très très bien. Il y a un réel engouement de la clientèle. Ils ont une application qui appartient à l'enseigne avec les couleurs de l'enseigne, donc ils sont en confiance, ils tokenisent et digitalisent leur carte de manière tout à fait naturelle, et on développe derrière donc tout ce qui est paiement récurrent, paiement installment, paiement N fois, etc., qui sont en train disons, il y a une demande assez forte par rapport à ces sujets-là, notamment pour tout ce qui est abonnement pour les chaînes télé, les fournisseurs de streaming, etc., qui ont besoin d'outils de paiement récurrent. Et ça fonctionne très, très bien aujourd'hui avec les applications qui ont été développées par ces enseignes-là.
bien, merci pour ces éléments. Donc, on voit que le e-commerce s'inscrit de plus en plus dans les usages également en Afrique. Et cet aspect me permet de faire une transition vers un sujet suivant, c'est le sujet des innovations. Et d'ailleurs, j'ai vu sur le chat beaucoup de questions sur les technologies émergentes, comme par exemple la blockchain ou encore l'IA. Et sur ce point, j'aimerais m'adresser à Monsieur Betayeb. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un panorama assez étendu d'expérimentation sur ces sujets technologiques. Donc on a par exemple des travaux sur l'intelligence artificielle, sur la biométrie, la blockchain. J'ai cité également en introduction le sujet des cryptoactifs, donc la monnaie digitale de banque centrale. D'après vous, Monsieur Betayeb, quelles sont les technologies qui seraient porteuses pour justement booster la transformation digitale des paiements et des services financiers sur le continent africain, et plus spécifiquement, sur quelle technologie Monétique Tunisie travaille-t-elle? Réellement, moi, je ne suis pas, je dirais, je n'irai pas directement vers la technologie proprement dite. Moi, je dirais le moyen qui permet aux gens, aux utilisateurs d'avoir confiance dans un système. Et pour ça, toutes ces technologies-là, actuellement, la Banque centrale joue un rôle important puisqu'elle a créé une sandbox où, effectivement, elle donne la possibilité actuellement à toutes les, je dirais, les fintech, regtech et autres, à tester effectivement et à normaliser, à standardiser ces nouveaux moyens. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas, comme nous faisons partie d'un système, d'un écosystème, nous ne sommes pas, je dirais, l'acteur principal dans tout ça. Nous attendons un petit peu ce qui se passe au niveau du marché parce que, comme vous savez, en termes d'agilité et d'imagination, ce sont surtout les startups qui sont beaucoup plus innovantes, beaucoup plus agiles, et ce sont elles qui proposent, et nous sommes en train de suivre tout ça pour pouvoir effectivement adopter tel ou tel autre moyen ou technologie qui a fait ses preuves dans ce domaine-là. Très bien, c'est noté. J'aimerais citer maintenant un autre enjeu, à mon sens, pour l'évolution de la monétique, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, c'est l'interbancarité et la nécessité finalement pour les pays de se doter d'infrastructures régionales qui soient susceptibles de leur conférer une certaine autonomie à l'égard d'acteurs qui sont par essence globaux, notamment sur le secteur de la carte. Je pense que vous avez identifié les acteurs que je souhaite mentionner. Et j'aimerais me tourner ici vers Monsieur Mbozo pour avoir un petit peu votre analyse sur la façon dont l'Afrique pourrait se positionner un peu plus sur ce sujet de l'interbancarité et finalement le type de projet qui pourrait émerger sur le modèle de ce qu'on peut voir actuellement en Europe avec l'initiative European Payments Initiative. Dans quelle mesure l'Afrique pourrait évoluer dans le même sens finalement que cette initiative régionale européenne? Je vous remercie infiniment, Andrea, pour votre question. L'approche, je commencerai par l'approche qui a été la nôtre dans la sous-région. Et d'ailleurs, je pense que Minayenan a déjà dit quelque chose là-dessus avec les télécoms et des autres acteurs, les fintech et tout ce qui tourne dans le paiement, c'est de les faire interopérer. De les faire interopérer, il y a l'interopérabilité et l'interbancarité. L'interbancarité, c'est lorsqu'on adopte, au-delà de l'interopérabilité système, des applications, des sous-systèmes, on ajoute des règles en général qui ont été héritées de la banque. Bon, donc maintenant, notre approche, ça a été de rapprocher tout le monde qui fait dans les paiements désormais à des normes. Et d'ailleurs aussi, au niveau de la réglementation ici, cela s'est opéré ainsi. Je veux prendre un peu l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui. Il y avait une réglementation de 2011 qui voulait que les banques soient les représentants des opérateurs télécoms auprès de la Banque centrale pour ce qui est de l'intermédiation financière. Donc, il y a eu un règlement, il y a 2 ans, sur les systèmes de paiement qui a visé à séparer tout ce qui est intermédiation financière, dont le mobile money, des volets, des aspects télécoms classiques, bande passante, gestion de la bande passante, transmission de la voix, des données, etc. Donc,
c'est dire si tout un pan de quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas dans l'interbancarité, a été ramené dans l'interbancarité pour atteindre tout le monde et pouvoir dépasser les limites qu'offrait la carte bancaire. Parce que les limites de la carte bancaire se sont très vite fait sentir, et ça se fait sentir d'ailleurs dans tous les systèmes, que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal avec le régime UEMOA, en Tunisie, les limites de la carte bancaire. Comment pouvait-on faire que les autres acteurs du paiement apprennent un peu à coexister, apprennent à gérer le risque, apprennent à répondre à des exigences d'alignement, compliance par rapport à la gestion financière, etc. C'est pour cela qu'ici, très rapidement, nous avons pensé qu'il fallait évoluer vers cette convergence mobile money ou bien la monnaie mobile, si je peux parler en français, et les volets banques. Et beaucoup de choses ont été dites là quand on donnait des exemples. Michael disait tout à l'heure, vous payez l'instant de paiement qui est introduite, vise un peu ce volet-là, à savoir que je suis dans mon compte bancaire, j'ai un mobile banking, je peux payer à travers un mobile money qui est d'une structure haute, mais avec des règles bien définies, avec une compensation faite à la banque centrale, maîtrisée, où les risques sont maîtrisés, et ce genre de transactions. Donc, il a fallu rapprocher d'abord ce volet plutôt lier le compte bancaire. Je dirais aussi la carte, parce que si vous dites compte bancaire, ça veut dire carte. Les retraits sans carte aussi, nous avons essayé de faire ça pour permettre à ceux qui ne veulent pas se rendre à l'agence bancaire ou qui ne veulent pas toucher de l'argent sous les parapluies au bord de la rue ou sur des marchands ambulants qui offrent des services de retrait et les risques qu'ils encourent, de se rapprocher de ce monde-là. Donc, il y a d'abord une approche qui était le mobile. Le mobile, aujourd'hui, pour nous, c'est intégré. Nous avons intégré le mobile et même la réglementation a intégré le mobile dans l'interbancarité. Et il a fallu réfléchir aussi sur un autre volet, mais là, le travail est déjà fait à moitié, c'est le volet transfert d'argent. Parce que dans nos zones, plus qu'au Maroc, plus qu'en Tunisie, mais dans l'UEMOA ou dans la CEMAC, le transfert d'argent est roi. Ça découle aussi d'un mode de fonctionnement qui était d'abord manuel, donc le transfert d'argent, la mise à disposition de l'argent. Nous avons aussi travaillé là-dessus. Il y a un axe là qu'il faudrait travailler, ramener le monde des transferts, des sociétés de transfert d'argent vers la banque, vers l'interbancarité. Nous avons fait ça et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms, à travers des agrégateurs de paiement qui travaillent avec le GIMAC, qui sont intégrés au GIMAC, nous amenons, je me dois de citer cela, un transféreur comme Western Union, qui se touchait seulement dans des cercles hors de la banque. Nous avons pu faire qu'on puisse vous envoyer d'un Western Union des États-Unis ou de je ne sais où, et que ça atterrisse sur votre compte virtuel mobile, ça atterrisse sur votre compte bancaire et ça puisse interopérer. Donc, on a eu ces approches-là. D'autres approches maintenant sont en vue. C'est comment aller au-delà d'une zone comme la nôtre. Donc, nous avons réfléchi sur des alliances avec des gens au-delà. Il y a des projets, par exemple, sur le mobile, en Afrique, je vais citer un, comme Mowali, maintenant, faire un peu le mobile jusqu'à l'échelle africaine. Bon, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des volets comme la blockchain ou les crypto-monnaies, etc. Bon, je pense que le problème, et d'ailleurs, Khaled a bien répondu là-dessus, il faudrait aller avec maîtrise sur toutes ces choses parce qu'on sait que si on dit interbancarité, ça veut dire qu'il y a des règles. C'est lié à une banque donnée par la Banque mondiale, bon, qui est monsieur tout le monde, qui ne fait même pas d'ailleurs ce type de transaction. Donc, la difficulté maintenant, c'est que si plus on va élargir à l'échelle africaine, voire à l'échelle mondiale, comment ça va se gérer? Quels seraient les deals qui vont se faire entre les banques centrales pour
les compensations. Nous, on a un vieux projet là qui est dans les cartons et que nous voulons réouvrir avec le JMUMOA. Nous sommes dans une même zone. Le CFA, il a deux appellations. Ici, c'est le ZAF et là-bas, c'est le ZOF. C'est le même CFA. Bon, mais maintenant, il n'est pas convertible automatiquement. Alors maintenant, des interconnexions comme le JMUMOA interconnecté au JIMA, on a aussi envisagé ça avec Interspeech au Nigeria, etc., pour essayer d'élargir et de pousser plus loin les limites rencontrées, par exemple, pour le mobile, parce qu'il faut beaucoup de choses. Donc, voilà des axes que je peux présenter comme des approches que nous, on a eues sur l'interbancarité. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. Et on aura d'ailleurs l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur le sujet des transferts d'argent. Mais j'aimerais tout d'abord rebondir sur un sujet que vous avez mentionné, c'est l'instant payment. Donc, on voit que l'instant payment s'impose comme une nouvelle donne, non seulement au niveau de l'Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde, avec des initiatives en Afrique, comme par exemple le Kenya avec Pesalink. On a aussi une initiative similaire donc, qui a été lancée très récemment au Brésil, donc Pix. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question sur ce sujet d'instant payment à M. Koulibaly. Donc, comment est-ce que vous envisagez l'instant payment au sein du continent africain? Est-ce que ça peut être justement une innovation qui peut s'avérer porteuse pour booster la transformation digitale, que ce soit au niveau de l'écosystème des paiements ou plus généralement sur le sujet des services financiers? Merci, Andrea. L'instant paiement doit nécessairement se développer en Afrique de manière générale et pour une raison simple. Nous sommes un continent du cash. Le cash est roi dans nos différentes régions. Là où le cash est roi, l'instantanéité est reine. Donc, nous devons nécessairement, si nous voulons vraiment convaincre et créer la confiance et améliorer l'adoption au sein des usagers, des consommateurs, nous devons aller vers l'instant payment. Parce que c'est ce moyen de paiement, enfin, ou cette technologie de paiement qui permettra de rassurer, par exemple, les commerçants, les marchands. Aujourd'hui, un marchand qui prend un TPE pour recevoir, accepter des paiements, parfois est obligé d'attendre au-delà de 72 heures, qui est le délai en général vendu au marchand pour récupérer ses fonds. Il est arrivé souvent dans des pays que je ne citerai pas, dans l'espace UEMOA, où j'ai été obligé de me déplacer du Sénégal dans ces pays pour aller régler ce genre de difficultés. Que c'est des hôteliers qui sont des hommes d'affaires, ils mettaient 1 mois, 2 mois avant de voir les paiements se refléter dans leur compte bancaire. Donc, si nous n'allons pas vers l'instant payment, nous n'arriverons pas à développer le paiement marchand. Et sans développer le paiement marchand, la digitalisation sera en panne quelque part. L'instant paiement se rapproche dans son usage, en tout cas, du cash. Donc, il est important de le faire pour pouvoir faire disparaître le cash. Et on ne fera jamais disparaître entièrement le cash. Le zéro cash, c'est difficile, mais au moins, on réduira son usage. Et pour ce qui concerne l'UEMOA, notre plateforme d'interopérabilité des services financiers numériques qui est en cours de mise en place a prévu justement de fonctionner en mode instantané. Donc, ce qui permettra facilement tous les paiements qui se feront en mode USSD, qui se feront par le mobile ou par le QR code seront des paiements instantanés. Et nous comptons énormément développer le paiement instantané dans la région parce qu'une fois que la plateforme sera opérationnelle, il y aura un cadre mis en place qui permettra aux différents participants de se doter des outils nécessaires pour pouvoir faire du paiement instantané. C'est un peu ce que le Brésil vient de faire d'ailleurs. Avec Pix. Avec Pix, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu des acteurs qui ont voulu faire de l'instant paiement au Brésil. Et la Banque centrale du Brésil a dit non, vous attendez que nous mettions en place le cadre interopérable et ensuite chacun viendra se greffer là-dessus. Nous avons eu la même approche et c'est cette approche qui est en cours de mise en œuvre. Et c'est exactement la même chose que nous avons présenté aux différents réseaux internationaux lorsque ces réseaux ont voulu introduire en avance le QR code. Nous ne voulons pas de boucle
de QR code, différentes bouts de QR code. Nous voulons simplement qu'il y ait un cadre d'abord d'interopérabilité et ensuite vous viendrez pour proposer vos solutions au marché et que le meilleur gagne. Mais nous souhaitons qu'à chaque fois que vous présentez une solution, vous mettez à l'idée que le marché, ce n'est pas un pays, c'est les 8 pays. Et c'est 120 millions d'habitants. Voilà l'approche que nous avons. Donc, l'instant paiement est nécessaire et, parce que dans son usage, il se rapproche beaucoup du cash. Très bien. Merci beaucoup pour ce point de vue. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet des transferts d'argent. Donc, on l'a bien senti avec Monsieur Mbozo, c'est aussi un sujet majeur pour justement l'accélération de la transformation digitale sur la partie moyens de paiement en Afrique. Et c'est aussi un enjeu en termes d'interbancarité. Donc, j'aimerais me tourner vers Monsieur Nassiri pour avoir un petit peu votre analyse sur la façon dont les transferts d'argent évoluent sous l'impulsion de la transformation digitale en Afrique. Et justement, avoir aussi votre regard sur les transferts d'argent comme asset ou enjeu sur la partie interbancarité en Afrique. Tout à fait. Donc, on sait tous que donc, la diaspora africaine ou nord-africaine transfère énormément d'argent donc, vers les pays, donc vers les familles ou pour constituer une épargne dans le pays. Et aujourd'hui, on a les grands acteurs que vous connaissez qui ont été cités tout à l'heure, qui se sont d'abord qui pendant plusieurs années ont largement profité donc disons de ce business. On pensait que cette année, avec le Covid, il y aurait un ralentissement des transferts vers nos pays, ce qui n'a pas été le cas. Hein. On a noté des croissances des volumes transférés depuis l'Europe ou depuis les pays du Golfe vers nos différents pays. Donc, c'est un marché en tout cas qui est résilient, en tout cas qui a résisté aux crises précédentes et à celle-là. Et on a vu surtout les grands acteurs donc, aller vers des solutions donc, applicatives donc, pour que les gens puissent se doter d'applications pour recevoir les paiements. Donc, au Maroc, on a un cadre qui bordent cette activité. Donc, tous les corridors internationaux qui sont gérés par ces grandes institutions permettent justement soit de récupérer son argent en cash auprès donc des établissements de paiement qui sont agréés et donc qui doivent être compliant par rapport à toutes les contraintes de conformité LAB et financement du terrorisme. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est vraiment une demande très très forte à la fois de ces établissements de paiement donc, qui souhaitent équiper les bénéficiaires avec les wallets mobiles, donc avoir un corridor qui permet de transférer depuis l'Europe vers un wallet mobile. Et on l'a vu notamment avec tous les telcos qui ont eu leur agrément d'établissement de paiement ici au Maroc. Ils ont tous ouvert des partenariats avec les grands fournisseurs de remittance pour pouvoir recevoir directement sur les wallets mobiles ces transferts internationaux. Il faut savoir que avec le paiement mobile donc, qui a été introduit au Maroc, on a senti que ceux qui étaient les plus menacés, en tout cas, par ces nouveaux instruments, c'était les opérateurs de transfert d'argent donc en premier lieu, donc ceux qui font les transferts nationaux, parce que le paiement mobile allait remplacer ou en tout cas cannibaliser peut-être une partie de leur business. Et le deuxième volet, ce sont bien sûr les remittances, donc tous les transferts internationaux qui étaient auparavant servis en cash, mais qui étaient aussi servis sur des cartes. Donc, il y a des opérateurs qui permettaient donc de recevoir directement sur une carte et aller retirer son argent auprès d'un guichet automatique ou aller payer chez un commerçant. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est vraiment ces opérateurs donc, qui réceptionnent ces transferts, proposer donc la réception directement sur un wallet mobile. Et on voit bien qu'il y a un risque de disruption de ces grands fournisseurs de transferts internationaux. Et on peut donc, à partir d'un wallet ou à partir d'une carte étrangère, transférer directement sur un wallet mobile marocain. Donc, il y a vraiment un risque de contournement de ces grandes institutions. Et elles l'ont senti, elles ont toutes développé d'ailleurs des solutions qui permettent de transférer d'un bout à l'autre ces montants-là. Donc, il y a un réel enjeu aujourd'hui, il y a une réelle menace pour ces grands opérateurs et donc ils rentrent aussi dans ces écosystèmes de paiement mobile et je ne suis pas,
je ne serais pas surpris de voir donc ces opérateurs prendre des participations ou carrément ouvrir leurs propres opérateurs dans les régions, justement, ce que citait tout à l'heure Valentin, donc dans les régions où il y a beaucoup de transferts, où il y a un marché un peu plus grand et des pays, donc où il y a plusieurs pays à servir. Il y a peut-être des opérateurs qui sont en train de penser à s'installer de manière pérenne et à avoir leur propre, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser le process de bout en bout, depuis l'émission jusqu'à la délivrance du cash ou la délivrance de l'argent sur un wallet mobile. Il y a des mouvements dans ce sens. Et les grands schemes internationaux que sont Visa, Mastercard, dans une moindre mesure UnionPay, utilisent largement leur infrastructure pour faire du transfert de l'étranger. Donc, Visa Transfert fonctionne très, très bien, en tout cas ici au Maroc, et vous recevez directement sur votre carte, donc votre compte bancaire, vous recevez directement l'argent de manière, enfin, tous les jours, nous on traite sur notre plateforme de processing des milliers de transactions de transferts qui proviennent de ces acteurs-là. Très bien, merci pour cet éclairage. Et avant de passer aux questions des différents participants, j'aimerais adresser une dernière interrogation donc, à deux speakers, messieurs Betayeb et Mbozo. Si on se tourne un petit peu sur l'avenir et qu'on envisage en fait l'analyse prospective de l'évolution du marché des paiements dans un écosystème globalisé, on voit qu'à l'échelle internationale, on a vraiment des mouvements vers le sujet du cross-border. Donc, on a par exemple des acteurs américains et asiatiques, notamment des acteurs de l'Internet qui sont résolument positionnés dans une stratégie pour adresser l'écosystème globalisé sans distinction de frontières. On a l'Europe qui est en train de se structurer avec cette initiative EPI qui s'inscrit dans la suite logique des travaux sur l'Europe des paiements et qui a également pour objectif à plus long terme le cross-border, donc la volonté d'exporter le modèle européen dans un écosystème globalisé. Et j'aimerais maintenant me pencher sur le sujet de l'Afrique où en fait on a vraiment une richesse qui découle de cette diversité. On a des zones qui sont plutôt axées sur la transformation digitale comme on peut l'observer par exemple dans d'autres régions du monde. On a des zones qui sont un petit peu plus porteuses de modèles alternatifs et on a aussi des pays qui se distinguent par leur économie spécifique ou encore par des modèles qui sont résolument axés sur l'international. Je pense par exemple à l'Angola ou encore à l'Afrique du Sud. Alors messieurs Betayeb et Mbozo, comment est-ce que l'Afrique peut tirer parti de cette diversité pour justement s'installer dans une logique un peu plus cross-border et adresser ainsi l'écosystème globalisé? En quoi finalement cette diversité peut être une richesse pour l'évolution de l'Afrique au sein de l'écosystème des paiements mondial? Qui veut démarrer? Oui, allez-y, monsieur Betayeb. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention que dans ce modèle ouvert, il y a quand même deux contraintes ou deux obstacles. La première, c'est les réglementations d'échange de chaque pays, oui, qui pourraient constituer un handicap dans les relations transfrontalières. Autre chose très importante aussi, comme l'a dit tout à l'heure M. Michael, ce sont les schemes internationaux. Aujourd'hui, on est tous conscients que les schemes internationaux tels que Visa et Mastercard sont conscients de ces enjeux-là et essaient un petit peu de contourner la perte, je dirais, de marché qui existe avec ces systèmes ouverts-là et en resserrant la corde autour des coûts des switches nationaux, notamment africains. Si on arrive quand même à se démarquer de ces deux aspects-là, effectivement, je pense personnellement qu'on peut profiter de ces ouvertures-là. D'accord ? Très bien, merci pour cet éclairage. Monsieur Mbozo, qu'avez-vous à partager sur cette question? Infiniment merci de me redonner la parole. Je pense que j'aborderai la chose dans le même sens que Khaled. Je commencerai par les schemes internationaux, qui, effectivement, c'est un problème de concurrence. J'en avais déjà touché un mot, mais je ne voulais pas venir à la conférence étaler les difficultés en question. Les processeurs régionaux, nationaux, comme Monétique,
Tunisie, CMI, JMUMOA, etc., ont beaucoup rogné dans les parts de marché où les internationaux étaient rois. Et effectivement, désormais, face à cette concurrence, ils se retournent pour essayer de mailler à nouveau la chose autrement. C'est ainsi que, par exemple, dans notre zone, nous avons eu une approche dans des schemes internationaux qui voulaient créer un REANET, donc difficile à expliquer, pour pouvoir contourner cette concurrence ou bien cette perte de marché. Et fort heureusement, les solutions les plus demandées, et là c'est ce que j'ajouterais par rapport à la concurrence en question, c'est que les solutions les plus demandées désormais, il y a un besoin de local, il y a un besoin de solutions locales. C'est vrai que les internationaux, pas seulement ceux-là, même les autres qui font dans le paiement, PayPal, etc. et tout, et maintenant, que sais-je, Facebook qui veut faire des choses, WhatsApp, etc. Les gens veulent bien, mais le premier besoin, le plus grand besoin, et peut-être que la COVID est venue renforcer ça, c'est des petites solutions locales et immédiates et qui sont compréhensibles par tous. Donc, ça, puis freiner ça. Et le volet aussi dont il a parlé là sur la réglementation sur le change. Dans notre zone, par exemple, il y avait un très grand besoin de contrôler le change. On a constaté que près de la moitié du PNB s'en allait et on ne savait pas comment il sortait des lieux sans que la banque centrale ne soit au courant de rien. Et ce n'est pas tout. La Banque centrale a toujours constaté aussi que plusieurs commerçants qui vendent beaucoup de choses de très grande valeur, les matières premières, le bois, etc., en Europe, ne rapatriaient pas les devises. Il y a même eu ici une crise de devises il y a 2 ans qui était terrible, qui a impacté les importations parce qu'on ne pouvait plus importer. Donc tout cela fait qu'il faut intégrer désormais la digitalisation, il faut l'inscrire dans cette logique. Si vous n'inscrivez pas la digitalisation dans cette logique, elle ne pourra pas prospérer. Je profite là pour dire que l'instant de paiement est déjà dans JMAC Pay. Hein. Bon, donc, j'aborde dans le sens de Minaena que l'instant de paiement, c'est l'avenir des solutions qui peuvent faire oublier, parce que d'habitude, les gens dans nos contrées, quand ils avaient des espèces trébuchantes, ils les mettaient dans la poche de leur chemise blanche, la poche pour que chacun envoie. Donc, il faut quelque chose, il y a des choses là-dessus. Et j'attire aussi l'attention sur le QR code. Nous avons, dans JMAC Pay, il y a le QR code. Mais, je ne sais pas, Andrea, les gens veulent... Je ne sais pas pourquoi ils deviennent comme cela. Ils veulent aussi un peu du local. Ils veulent des choses qui leur ressemblent, qui épousent. Parce que quand un scheme international conçoit aux États-Unis, pour le monde entier, il ne connaît pas le monde entier. Il va de soi qu'il ne connaît pas le Maroc en tant que tel. Il ne connaît pas la Tunisie. Il ne connaît pas... Ils sont dans une logique globalisée, effectivement. Donc, il y a ça. Nous essayons de profiter, j'espère que c'est l'esprit de tout le monde là, nous essayons de profiter de toutes les innovations. Mais il faut les adapter à nos environnements, à nos cultures, à nos façons de faire et surtout épouser les habitudes. Et c'est là, Mina disait tout à l'heure que quelqu'un qui est habitué au cash, si tu veux lui donner une solution, il faut lui donner l'instant de paiement. Parce que dans la génération XYZ, vous croyez qu'il va attendre 2 jours parce que c'est J+2, j'ai déposé mon chèque à la banque, bon, j'aurai l'argent dans 48 heures. Il n'a pas le temps. S'il a de l'argent dans un chèque, il faut qu'il ait ça dans l'immédiat parce qu'il a des usages immédiats. Bon, donc, voilà. Oui, pour tout ce qui se fait là à l'international, et d'ailleurs, nous sommes tous rivés dans l'international, tout en faisant à côté aussi nos recherches culturelles, nos adaptations des habitudes dans le paiement, etc., etc.
Tout à fait. D'ailleurs, Je on l'a crois- vu dans le contexte de la Covid-19, on a eu aussi un phénomène qu'on pourrait qualifier de déglobalisation avec les consommateurs qui se sont, pour le coup, attachés justement au soutien des commerces locaux. Donc, on voit effectivement un parallèle dans l'évolution à long terme du marché des paiements entre cette volonté d'adresser l'écosystème globalisé, mais aussi tenir compte des réalités nationales et des usages locaux, que ce soit dans différentes régions du monde, comme l'Amérique latine, l'Europe ou encore l'Afrique, effectivement. On a un mouvement qui est relativement parallèle entre ces deux volets, globalisation et usages locaux nationaux. Tout à fait. Merci, Monsieur Mbozo, pour cet éclairage. Je crois que Monsieur Koulibaly voulait également intervenir sur cette question prospective. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous pourriez activer votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas? Merci. Merci, Andrea. Ce que je voulais dire sur ce point concernant les réseaux internationaux, c'est que ils sont déjà là. Donc, nous ne pouvons pas les mettre dehors. Cependant, ce que nous devons faire, ils nous servent quelque part de talon dessert ou alors ils nous montrent ce qu'il y a à faire. Donc, cessons de les regarder eux, mais regardons plutôt ce qu'ils nous montrent. Regardons comment eux, ils customisent la technologie, comment ils innovent et comment ils font évoluer leur business model. Et une fois qu'on aura compris cela, ben, il faudra faire la même chose pour pouvoir développer des solutions locales, pour pouvoir traiter cette demande locale dont parle M. Mbozo. Je pense qu'il n'y a pas une autre solution que d'innover beaucoup plus vite ou au même rythme qu'eux. Donc, ce qui veut dire que nos organisations doivent être agiles et nos organisations doivent se donner les moyens de maîtriser la technologie et d'être autonomes technologiquement pour pouvoir aller plus rapidement et être agile dans ce domaine. Aujourd'hui, il ne se passe pas des jours que Visa, Mastercard me rachètent des clients. Ils le font pourquoi? Pour innover. C'est leur approche d'innovation. Au lieu de constituer des laboratoires et réfléchir pour pouvoir le faire, ils préfèrent racheter des fintechs. Donc, il nous faut jeter ce pont entre nos institutions et les fintechs qui aujourd'hui évoluent, en tout cas pour ce qui concerne l'UEMOA, les fintechs évoluent dans un no man's land. Non régulées, elles se débrouillent comme elles peuvent, elles n'ont pas accès toujours au système des banques. Cela touche la question de l'open banking. Nous n'allons pas attendre des années pour instituer l'open banking. L'open banking permet de jeter un pont entre le monde bancaire et les fintechs. Et il y a un gisement important de solutions à déployer. Faisons tout ceci et aussi gérons nos schémas de paiement. Nous avons des schemes, gérons-les, faisons-les évoluer en tenant compte de tout ce que publie EMV et EMVCO et nous avancerons au même rythme et nous donnerons une réponse à ces besoins, aux besoins de ces populations qui sont dans nos pays, qui ne sont pas du tout incluses financièrement. C'est la plus grande partie. C'est la mer bleue. Laissons la mer rouge à Visa, Mastercard, parce que dans tous les cas, ils n'iront jamais faire des solutions pour inclure financièrement les populations. Donc, laissons-les la mer rouge et allons naviguer sur la mer bleue. Voilà comment je pense, en tout cas, c'est de cette manière que nous, Jimmy et moi, on traite la question des grands réseaux. Très bien. Voilà la contribution que je voulais faire. Très bien. Merci, Monsieur Koulibaly. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer aux questions des participants. Mais avant tout, je souhaitais vous remercier pour la qualité de vos interventions et puis aussi le respect du timing, puisque ça nous permet de laisser quelques minutes pour les échanges avec les personnes qui ont assisté au débat. Je précise également que nous avons compté pendant ce débat plus de 150 participants, que ce soit sur Zoom ou sur le live qui est diffusé sur Facebook, et plus de 30 pays africains donc, sont représentés parmi les participants sur ce webinaire. Donc, c'est plutôt représentatif justement de cette diversité de l'Afrique. Et du coup, merci encore une fois pour ces échanges. Alors, je vais prendre une première question qui a circulé sur le chat. Une question qui est à mon sens intéressante au regard de ce que nous avons partagé ensemble. Quelle est la place ou le rôle des régulateurs telco dans l'écosystème mobile money? Donc, je pense que c'est une question qui est liée justement à ce que nous avons partagé sur la place des acteurs télécoms dans l'évolution de l'écosystème des paiements. Donc, qui souhaiterait répondre à cette question?
Alors, si vous permettez, moi, Oui. je voudrais voilà, répondre. Donc, pour parler de ce qui a été fait au Maroc, donc l'intégration des telcos dans l'écosystème de paiement mobile s'est fait donc sous disons, la loupe du régulateur, donc du régulateur bancaire, avec une loi bancaire qui a dressé les contours de la réglementation donc, pour le mobile payment. Donc, le mobile payment est régulé par la Banque centrale avec un regard de la NRT, donc le régulateur telco, mais les règles, les lois, les circulaires sont émises par la direction de la supervision bancaire, donc émanation de la Banque centrale et par la direction des moyens de paiement. Et donc, c'est eux qui ont construit toute la réglementation autour des paiements mobiles. Donc, le rôle des régulateurs telco, à mon sens, c'est de réguler les aspects telco, et tout ce qui concerne les paiements, les flux financiers revient au régulateur bancaire. C'est lui qui délivre d'ailleurs les agréments pour les établissements de paiement, qui suit et qui supervise donc, cette activité. Donc, je pense que voilà, il y a une bonne séparation et un bon partage des rôles des uns et des autres. Et je pense que c'est très bien comme ça. Quand on regarde un peu l'expérience africaine, il n'y avait pas de régulation, où les telcos se sont introduits donc, dans ce marché-là en faisant un peu ce qu'elles voulaient, donc sans trop de contraintes. On se félicite d'avoir quand même un cadre qui en tout cas, qui borde ces activités pour éviter toutes sortes de dérives et pour éviter toutes les problématiques qu'on a pu voir sur certains pays. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, une question maintenant sur le sujet de l'interbancarité. Toujours sur le chat, bonjour, la multiplicité des organismes est-elle pertinente entre UMOA, JIMAC, CMI, etc. Car on voit que le marché est réduit en termes de population. Il faudrait un regroupement sous un seul organisme, par exemple sous l'égide du Maroc, qui est assez avancé dans la monétique. Ces divisions semblent bloquantes. Qu'en pensez-vous? Alors, qui souhaite réagir sur cette question? Ça va être difficile. Moi, je pense que, comme a dit Valentin tout à l'heure, il y a il y a eu une réflexion, et je pense qu'il faut la poursuivre et l'approfondir pour qu'il y ait une interconnexion entre nos différents switches. Donc, on en avait parlé à l'époque avec le prédécesseur, avec Blaise, quand il était à la tête du gym. On avait abordé ce sujet, on avait même identifié les aspects techniques pour pouvoir faire une interconnexion entre nos deux structures. Et je pense qu'à terme, il faudra penser justement à ce qu'il y ait une interconnexion entre les différents schemes régionaux, en tout cas entre les différents processeurs, notamment pour tous les flux qui sont entre nos différentes régions. Et ce sont des flux qui se développent de plus en plus. Il y a des opportunités aussi de traiter des transactions B2B. Après, donc, il y a des sujets donc, de compensation des flux internationaux, et on avait trouvé des solutions donc, avec nos banques correspondantes pour pouvoir traiter cette compensation et avoir des banques de clearing à la fois sur du dirham et sur du franc CFA. Donc, les solutions sont là. Je pense qu'il y avait une volonté, en tout cas une volonté de nos différentes structures, donc JMU, MOA, CMI, etc., pour aller de l'avant. Et donc, il faut que les banquiers centraux maintenant de l'UMOA et des autres régions puissent se mettre d'accord sur des dispositifs qui permettraient donc de réussir cette interconnexion. Mais techniquement enfin, d'un point de vue technique, il n'y a pas de difficulté donc à nous interconnecter tous ensemble. Il est vrai que si on regarde les populations et les volumes donc des opérations qui sont traitées dans nos régions, il y a un réel intérêt à faire donc
à faire des regroupements ou en tout cas à nous interconnecter tous ensemble. Donc, je pense que ce sont des projets d'avenir et les personnes, en tout cas, qui sont autour dans ce panel sont tous sensibles à ces sujets-là. Avec Khaled Taïb, on en avait parlé également de faire communiquer nos schemes domestiques et ça rentre, en tout cas, c'est dans la même ligne dans la même ligne que ce qui est en train d'être fait par l'initiative EPI, donc en Europe. Il y a peut-être, on devra peut-être s'inspirer de ce qui se fait en ce moment en Europe et pourquoi pas demain nous interconnecter également avec le futur scheme européen. On reçoit pas mal de touristes européens. Il y a peut-être aussi des choses à explorer pour permettre que les paiements qui se font par les étrangers au Maroc ou dans nos régions et par les Marocains quand ils sont en déplacement en Europe puissent se faire en nous affranchissant donc des infrastructures, des grands schemes internationaux. Et je pense que ça peut être une bonne chose de les titiller un peu voilà, et de concurrencer les schemes internationaux sur ces sujets-là. Andrea, j'aimerais bien je pouvais ajouter quelque chose. Alors, messieurs Koulibaly et Mbozo souhaitent tous les deux prendre la parole, donc je vous laisse prendre la parole successivement pour réagir sur ce sujet. Allez-y. Voilà, non, je dirais, je reviens d'abord sur qu'est-ce que les telcos ont à venir chercher, quel est le rôle dans l'intermédiation financière des mobiles. Bon, le problème a été résolu dans la SEMAF, c'est très simple. Les telcos s'occupent des télécommunications. Les télécommunications sont toute une technologie, toute une science qui est insuffisamment, parce que je vois des questions défiler sur l'écran, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la disponibilité de la connexion. Donc, il y a un boulot là-dessus. C'est pour cela que dans la réglementation sur les services de paiement dans la sous-région, désormais, les telcos ne peuvent plus se présenter comme service de paiement. Il faut créer un service de paiement. Tout le monde peut le créer. Il peut ne pas être telco qui fait le mobile money, la monnaie mobile. C'est une institution qui est supervisée par la Banque centrale et par la commission bancaire, etc. Et les telcos, les régulateurs s'occupent de la régulation de la bande passante, des flux, des connectiques, etc. Voilà sur ce point. Et sur, ne faut-il pas regrouper tous les switches ou bien c'est pas le morcellement? Je pense que sinon, les schemes internationaux n'existeraient pas. Il y a des législations, il y a des politiques de change. Bon, d'ailleurs, Khaled disait ça tout à l'heure, qui sont différentes. Il y a des monnaies pour répondre à adresser à la personne. Les monnaies, on ne peut pas effacer ça d'un trait en un jour et regrouper tout le monde. Donc, l'existence peut continuer, mais les interconnexions, et même les interconnexions, comme vous dit le mot, peuvent avoir lieu et pourquoi pas, moi, j'adresserai le Maroc à partir de Yaoundé au Cameroun et évidemment, le Sénégal va adresser le Cameroun, la Tunisie, etc., si ce n'est le monde entier. On est en train de réfléchir sur comment imbriquer les technologies, les interconnexions, etc., pour que ce soit africain. Et je voudrais citer un bel exemple qui a lieu là. Je ne fais pas de publicité, mais ça vaut la peine d'être cité. Il y a deux opérateurs qui se sont unis dans le mobile. Ils veulent faire l'interopérabilité mobile dans toute l'Afrique. C'est déjà un bel exemple. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur Mbozo. Monsieur Koulibaly, c'est à vous. Oui, concernant la question des régulateurs télécoms, pour ce qui concerne en tout cas l'UEMOA, la Banque centrale a institué un statut d'émetteur de monnaie électronique. Comme l'a dit M. Mbozo, l'émetteur de monnaie électronique n'est pas forcément un télécom. Donc, ça peut être toute entreprise qui constitue un dossier et qui soumet une demande d'agrément. Donc, les opérateurs télécoms de la région ont tout simplement constitué une autre entité juridique différente de l'entité juridique qui fait les télécoms et ont soumis les demandes d'agrément à la Banque centrale. Et donc, de ce fait-là, ces émetteurs de monnaie électronique telco LED ou venant des telcos sont régis par la Banque centrale qui les surveille. La structure de surveillance des banques… C'est tant mieux.
voilà, surveille également les telcos depuis un certain nombre d'années. Et il y a même un rapport qui est fait régulièrement où les télécoms, pas les télécoms, c'est un abus même quand on parle des télécoms dans le mobile money. C'est plutôt des émetteurs de monnaie électronique. C'est des entités vraiment autonomes. C'est vrai qu'il y a des mutualisations entre les deux, des mutualisations de services, mais ces entités ont leur propre DG et ainsi de suite. Bon, après, c'est normal, c'est des filiales, elles peuvent très bien mutualiser. Donc, pour nous, il n'y a pas de débat sur ce point. Et la Banque centrale collabore naturellement avec les régulateurs. Nous-mêmes, nous collaborons avec les régulateurs parce qu'il est important aussi que les actifs ou les ressources qui font la spécificité du mobile money soient aussi accessibles aux banques, notamment les codes USSD. C'est important que ces codes USSD soient accessibles aux banques et que cela se fasse de manière plus équitable. Au lieu que, parce que dans certains pays de l'UEMOA, pour demander un code USSD, il fallait s'adresser à un autre opérateur. Donc, je pense que les régulateurs sont en train de récupérer cette activité qui devient finalement une ressource pour les banques et pour les télécoms. La deuxième question, je pense qu'il ne faut pas se cacher. On ne peut pas, les switches qui existent ne peuvent pas se mettre sous l'égide du Maroc. On n'a rien contre le Maroc, bien sûr, mais on ne peut pas nous mettre sous l'égide du Maroc. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de volonté, je vous rassure. C'est la question à dire. Tellement marocain. On est dans un contexte où la souveraineté est devenue règne, parce qu'on voit bien l'initiative EPI, ce n'est rien d'autre qu'une initiative de souveraineté dans le paiement. Donc, ça veut dire que nos schémas de paiement que nous avons, nous devons les promouvoir. Ce qu'il faudra faire, par contre, et ça, on peut le faire dès demain, c'est de travailler à signer des accords d'acceptation réciproque. Nous avons eu des échanges cette année 2020 avec Verve, qui est le schéma de paiement qui appartient à Switch. Et peut-être que si, là nous sommes au stade de NDA, nous avons probablement fait une acceptation réciproque. Et il est important de promouvoir les schémas de paiement régionaux ou domestiques avec tous les autres schémas de paiement africains, parce qu'in fine, à la fin, nous arriverons à ce que l'Europe veut faire. Nous, on l'a fait dans l'UEMOA pour 8 pays depuis 2003. Tout à fait. On l'a fait pour 8 pays. Le GIMAC l'a fait également pour 6 pays. Donc, je pense que sur ce terrain, l'Europe a beaucoup à apprendre de nous. Mais n'attendons pas, ne dormons pas sur nos lauriers. Il faut qu'on développe davantage ces schémas de paiement en permettant que les porteurs de cartes issues de ces schémas de paiement puissent faire les mêmes transactions qu'avec une carte Visa. Ne comptons pas sur Visa ou Mastercard ou UnionPay quand il s'agit d'aller hors de nos zones. C'est là, je pense, l'enjeu véritable. Tout à fait. Merci pour vos réactions. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat, mais je précise que malheureusement, on a un timing à respecter. Donc, je me permettrai de prendre une dernière question sur un sujet qu'on a peu abordé et qui me semble également intéressant pour analyser l'évolution du marché des paiements. C'est le sujet de la FinTech. Donc, on a une question sur, alors non pas l'interface de chat, mais l'interface questions et réponses, qui est concernant l'innovation. Est-ce que vous ne pensez pas que les FinTech peuvent être vos relais de croissance et que ce serait vertueux de les prendre sous vos ailes? Qui souhaite réagir? Andrea, si tu permets. Oui, effectivement, je confirme. Je l'ai dit tout à l'heure, les FinTech, c'est, je dirais, effectivement, d'abord parce qu'elles sont innovantes, elles sont plus agiles et ce sont elles qui pourraient éventuellement tirer vers le haut notre activité, nos technologies. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un processeur qui est un acteur tout court puisse prendre sous son aile les FinTech? J'ai dit tout à l'heure, l'expérience qui a été faite en Tunisie, c'est au niveau de la Banque centrale, au niveau des régulateurs, qui a eu une création de sandbox qui prend effectivement en charge ces FinTech-là pour développer, tester et faire aboutir des solutions qui pourraient par la suite être adoptées soit par le processeur, soit par les banques ou par l'écosystème d'une manière générale. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur… Andrea, nous, on a déjà intégré des FinTech, comme appelons en français, dans notre environnement. Dans GIMAC Pay, nous intégrons des FinTech. Nous avons un certain nombre de FinTech. Donc, je veux citer, par exemple, c'est la FinTech qui nous permet de payer par pays les factures. Les factures dont les utilities, etc. Et nous avons, dans notre politique, laissé ouvert tout ce pan-là
Et nous sommes même d'ailleurs en train de faire un travail très méticuleux là. Quelle que soit la solution que vous avez, nous essayons d'étudier cette solution pour la certifier. Quel peut être l'apport ou la façon dont vous pouvez venir dans cet écosystème? On se considère comme un écosystème. Comment pouvez-vous venir dans cet écosystème? Quel serait le mode d'interfaçage et comment les services vont être distribués par les autres qui interopèrent dans le système? C'est toute une école parce que, attention, dans les fintech, c'est tellement l'éventail est large. Nous essayons donc de formaliser les choses pour qu'on puisse les catégoriser et ou bien même, parce qu'il y a des fintech où vous ne savez pas, même eux-mêmes, ils ne savent pas le service qu'ils délivrent. Mais il faut quand même se rapprocher à un service qui va être intéressant pour le public. Donc, nous essayons de les assister à formaliser ça, mais c'est un travail un peu ardu, mais nous le faisons. C'est ce que je voulais ajouter, qu'ils ont leur place. Nous avons déjà intégré un certain nombre qui sont percutants dans l'écosystème du GIMAC-Pay. Merci. Monsieur Nassiri, vous souhaitiez également vous exprimer sur ce sujet? Une petite réflexion par rapport à, en fait, donc on a regardé, on a parlé de digitalisation des paiements, mais au-delà du prisme du paiement, on voit se développer autour de la digitalisation en général, de la digitalisation des services financiers, on voit se développer tout un écosystème justement d'entreprises technologiques, mais aussi d'entreprises qui accompagnent les banques, les institutions financières à moderniser, à digitaliser aussi tous les process connexes au paiement. Donc, on voit aussi une transformation assez importante dans les back-office des banques, dans les back-office des institutions financières. Et donc, tout cet écosystème-là de start-up qui sont innovantes et qui apportent justement, qui accompagnent les grandes entreprises et les entreprises en général dans la transformation digitale sont des acteurs importants qui n'ont pas forcément les moyens et l'accès au financement justement pour pouvoir se développer. Et c'est important que des organismes comme le CMI ou comme le GIM ou le GIMAC puissent, aider, accompagner et prendre sous leur aile des fintechs. Nous, au niveau du CMI, il y a 3 ans, nous avons racheté Maroc Télécommerce, qui était une fintech qui opérait dans le e-commerce, et on a développé justement avec Maroc Télécommerce tout le business de paiement de factures et de l'interconnexion de l'ensemble des banques aujourd'hui du Maroc sont interconnectées avec tous les billers, que ce soit les telcos, le e-gov, etc. Nous avons développé on a fait de l'open banking avant l'heure en connectant et en développant des API et des web services normalisés entre les banques et tous les facturiers qui proposent donc des services de paiement en ligne. Donc, il y a une vraie transformation qui va au-delà du paiement et qui adresse en fait l'ensemble des process, que ce soit des processus opérationnels, mais également tout ce qui est compliance, tout ce qui est screening, tout ce qui est supervision, RegTech également, mais aussi tout un développement de tout ce qui est analyse de la donnée en général, avec la digitalisation, ce qu'il faut voir, et l'intérêt aussi des telcos dans ce business-là, c'est principalement la donnée. Donc, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre et tout le monde est en train de courir pour obtenir les données les plus riches possibles, mais surtout pour pouvoir les exploiter, pour améliorer donc, le service, pour améliorer le business. Et donc, on voit aussi se développer toute une économie de data analysts ou de data analysis qui est également assez, qui apporte en tout cas une émulation dans le développement de cet écosystème digital en général. Tout à fait, la donnée, effectivement, a toute sa place dans ces réflexions sur la digitalisation.
Nous arrivons au bout du débat puisque nous avions 1h30 de webinaire. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des speakers pour la qualité de vos interventions, le temps que vous avez consacré également à la préparation des échanges et le respect du timing. Merci, merci à tous. Et je remercie également donc l'ensemble des participants pour leurs questions et leurs interactions. Désolée, encore une fois, nous n'avons malheureusement pas toute la marge de manœuvre et tout le temps de poser les questions qui sont sur le chat. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Et je cède tout de suite la parole à Digital Africa e-conférence pour la conclusion du webinaire. Merci à tous. Merci. Merci Andrea, merci à nos chers intervenants pour la qualité des échanges. Comme d'habitude, on trouve du plaisir à les entendre et à partager ces moments. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Comme je l'ai dit au début, restez connectés avec nous. On vous donne rendez-vous le 16 et le 17 septembre 2021 pour le Africa Pay and ID Expo. Merci, à bientôt. Merci. 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 À À bientôt, les amis. bientôt. Merci, au revoir Merci, et à au revoir. bientôt. Portez-vous Merci. bien. Merci. Au revoir. Merci. Oui. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci, Andrea. Merci à tous.